Alors à nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce dernier webinaire consacré à l'habitat en container, webinaire plus spécifiquement adapté au retour d'expérience. Alors pour les personnes qui avaient suivi les précédentes webconférences, initialement il devait y avoir aussi un retour client, mais malheureusement cette personne est malade. C'est d'actualité, alité, donc elle ne sera pas présente parmi nous. Alors, cette webconférence, vous le savez, a été co-conçue avec Format Cargo, Boris Nicolizac, lequel est directeur de structure, Caroline Mathieu et David Gross, tous deux architectes, spécialistes de la construction en container et aussi formateurs chez Format Cargo. Alors, avant que Boris, Nicolisa, Caroline Mathieu et David Gross se présentent davantage, deux informations à propos d'ILO, très rapidement, et de nos modes de communication. Vous le savez, ILO Formation a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes en 2012, et donc notre raison d'être, Occitanie, pardon, et notre raison d'être est bien évidemment de vous proposer des formations de qualité. Elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA avant de vous être proposées. Nous organisons donc aussi des webconférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation complémentaire. À ce sujet, dès demain, vous devrez recevoir dans votre boîte mail une attestation de formation complémentaire envoyée depuis la plateforme Zoom. Nous pouvons aussi co-concevoir à vos côtés des actions de formation adaptées à vos besoins. Nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, lesquels sont des organismes de formation qui ont été créés par les ordres en région. Et notre conseil d'administration est composé d'architectes. J'ai terminé de la présentation d'ILO. Je passe à nos modes de communication. Vous l'avez repéré, vos caméras, vos micros sont coupés. En revanche, vous avez l'occasion donc de questionner Caroline Mathieu et David Gross dans ce fameux onglet Q&R et ils y répondront. Alors, on a choisi un mode plutôt interactif à partir du moment où les questions, la réponse aux questions leur apparaîtra le plus opportun. J'ai terminé de mon côté. Boris, je te laisse la parole avant que Caroline Mathieu et David Gross se présentent davantage. Merci Gaël. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Boris Nicolisac, responsable d'établissement chez Format Cargo, comme vient de le préciser Gaël. Donc, nous arrivons à la dernière étape ce soir de notre cycle de webconférence qui est donc dédié à la construction modulaire hors site, la construction en conteneur. Une série qui, je l'espère, aura su éveiller votre curiosité et puis nourrir aussi votre réflexion sur un secteur qui est de fait en plein développement. Alors, ce webinaire de clôture, c'est aussi une invitation à explorer tous ensemble une dernière fois cette année donc les multiples facettes de la construction modulaire hors site. J'espère que cette session, qui se veut interactive, sera aussi stimulante et qu'elle pourra inspirer vos projets futurs. Donc, c'est une session co-organisée avec IDO Formation et avec Gaël, que je remercie encore une fois. Et la session de ce soir devrait se distinguer un petit peu des autres parce qu'elle sera sans doute pour vous un peu plus concrète. Vous allez entendre deux architectes, la personne de Caroline et David, qui vont partager avec vous et faire un retour d'expérience. À travers les témoignages que vous allez entendre, ils vont un petit peu nous ouvrir les coulisses de leur projet, nous expliquer comment ils ont abordé les défis qui ont été les leurs, les réussites, les apprentissages aussi sans doute, qui ont jalonné leur parcours en ce qui concerne donc la construction hors site. Et vous aurez tout le loisir ce soir, comme l'a précisé Gaël, d'échanger, de partager avec eux. Donc n'hésitez pas, vraiment, profitez-en pour poser des questions, interagir, puisqu'on a décidé aujourd'hui de prendre vos questions un petit peu au fil de l'eau. Donc quand vous estimez, quand vous le jugez nécessaire, n'hésitez pas à poser des questions sur la rubrique, donc questions-réponses, et on les prendra au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, vos deux intervenants les aborderont au fur et à mesure. Avant de plonger dans ce programme, je vous présente encore une fois rapidement Format Cargo que je représente ce soir. Alors, je m'en excuse auprès de ceux qui étaient déjà là sur les webconférences précédentes. Je vais un peu me répéter, mais je vais le faire très rapidement. Donc, je rappelle que Format Cargo, c'est le premier organisme en France qui propose des formations dédiées à la cargotecture
Cargotecture, qui est quelque part l'art de transformer les conteneurs maritimes en habitat, en espace modulaire. Donc, c'est un mode constructif qui s'inscrit dans la construction modulaire hors site ou construction industrialisée. Donc, au-delà de la méthode constructive, en fait, à notre niveau, format cargo, nous, on voit ça comme un véritable engagement qui nous permet de répondre aussi aux défis environnementaux qui sont les nôtres actuellement, et il y en a pas mal. De ce fait, on valorise les matériaux recyclés, biosourcés, et on permet à nos apprenants de monter en compétences. Et de cette manière-là, on s'efforce de répondre aux besoins des métiers qui sont aujourd'hui malheureusement sous tension pour un certain nombre d'entre eux, et pour lesquels on a donc du mal à trouver une main-d'œuvre qualifiée. On a un parcours certifiant de niveau 3 de 300 heures qui combine théorie et pratique, mais surtout pratique, puisque les apprenants vont s'exercer sur plateau technique et vont réaliser de A jusqu'à Z un projet partant d'un conteneur brut pour le revaloriser à l'issue des 3 blocs de compétences qui vont être passés en revue et le transformer en un petit habitat. Donc, en fait, les axes sur lesquels nous misons, ben, c'est les compétences clés qui vont de la métallerie à l'ossature bois en passant par tout ce qui est finition, seconde œuvre, et qui vont donc permettre à nos apprenants de maîtriser toutes ces compétences et donc de pouvoir proposer leurs compétences dans un domaine qui est en plein essor. Voilà. Je n'en dis pas plus, je cède la parole à Caroline et David. Et puis, si de votre côté, vous souhaitez plus d'infos concernant format cargo, notre offre, ce que nous proposons, notre façon de voir les choses, vous pouvez évidemment nous contacter et on répondra avec plaisir à vos questions. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et une belle soirée. Bonjour à tous. Moi je me présente rapidement. Donc Caroline Mathieu, je suis installée en tant qu'architecte au nord de Montpellier, précisément à Saint-Clément-de-Rivière. Donc je fais de la maison container depuis 2002. Enfin, j'ai étudié le concept de la maison container déjà quelques années avant, mais ça fait que depuis 2002 que je concrétise mes projets en container. Je vous apporterai là, ce soir, 2 projets réalisés. Moi, c'est David Gross. Bonsoir à tous. Je suis architecte dans le Grand Est, à Pont-à-Mousson plus précisément. Je m'intéresse aux conteneurs depuis 2020 pour, pour ma part. Et, euh, j'ai quelques projets à mon actif sur le sujet. Je laisse Caroline commencer la présentation. C'est parti. On va vous présenter donc 3 projets au total. D'abord la réalisation d'un garage, ensuite d'une maison individuelle de plein pied, et ensuite en troisième projet, David, ça sera le tien, donc une maison avec étage. Je commence par le projet du garage. Donc j'ai utilisé pour faire ce projet 3 containers dry. Au total, j'ai un garage de 75 mètres carrés. J'ai gardé les portes de côté existantes des containers. Et après, j'ai ouvert dans le sens de la longueur pour faire trois espaces à l'intérieur pour les garages et les vélos. Euh, on voit ici plus précisément le plan. Si vous regardez bien sur le plan, j'ai laissé en jaune clair les containers. Donc, ils sont vraiment là par rapport au plan. Enfin, j'ai 3 containers. J'en ai un tout en haut qui prend vraiment les espaces armoire et salle de bain. Ensuite, celui du milieu et celui tout en bas. On voit les 3 portes sur le côté droit. Donc, j'ai vraiment choisi d'ouvrir en fait et de mettre les voitures dans l'autre sens. Donc c'est mon garage tout simplement. J'avais beaucoup bossé sur des projets de containers qui n'aboutissaient pas et j'étais un peu frustrée. Et je me suis dit tiens, moi j'avais un garage à faire chez moi, donc je voulais vraiment tester le produit. Du coup, je l'ai testé chez moi. J'étais pas forcément sûre de moi au départ parce que je me suis dit bon, chaque fois qu'on voit des photos ou quoi de garage, c'est pris tout simplement dans l'autre sens. On a un container, on ouvre les portes de façon normale et on rentre les véhicules. Bon, moi j'ai pris le parti de le faire dans l'autre sens parce que la voiture de mon mari dans l'autre sens, on peut clairement pas ouvrir les portes si je le faisais dans l'autre sens. Là, ça rentre, on a pu mettre nos 2 voitures. Quand on ouvre comme ça les conteneurs sur toute la longueur, il nous faut, on peut pas ouvrir sur la totalité des 12 mètres de long, sinon la structure, clairement,
ça tombe en fait, hein. Donc il faut au moins 2 points d'appui. Donc là, moi, j'ai gardé une partie des containers pour faire un rangement piscine et outils de jardin, hein. On peut voir là où j'ai mis des cloisons. Et après, j'ai rajouté des poteaux au milieu. Euh, quand les containers sont arrivés, on le verra après, sinon je le raconte. Voilà, donc j'ai d'abord fait une étude de sol. J'ai fait comme une maison classique. J'ai demandé à mon ingénieur structure en fait quel type de fondation fallait mettre. Donc là, moi chez moi, j'ai un sol très très argileux puisque le bon sol était à 19 mètres de profondeur. Donc là, l'ingé nous a dit bon, les containers sont 4 fois plus légers en fait que de la brique. Donc du coup, on a fait des grosses fondations, mais c'était quand même plus allégé que si j'avais voulu faire un garage en agglo ou en brique. Donc j'ai choisi de livrer les containers un après l'autre, tout simplement pour pas que mon, mon menuisier extérieur découpe les parois de façon doublée. C'est-à-dire que si je mets les deux containers l'un à côté de l'autre, quand il va vouloir traverser effectivement avec la disqueuse ou le plasma, il doit vraiment faire double pot. Donc là, je les ai livrés un après l'autre et on les a ouverts au fur et à mesure. Donc ensuite, voilà, on les a découpés. Donc vous voyez, j'ai à chaque fois laissé des petites parties parce qu'en fait, si on ouvre tout, ça descend quand même, hein. Il y a quasiment une flèche de 30 centimètres qui descend si j'enlève vraiment toutes les parties. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai pris des containers, donc dernier voyage, hein, j'ai pris des dry. Vous avez différentes hauteurs en fait pour les containers. Le dry, on va dire que c'est le plus classique, mais c'est pas celui qui permet de faire des habitations parce qu'il fait il fait en hauteur 2,65 m et si vous devez faire l'aménagement pour une habitation, vous n'arrivez pas du tout aux 2,50 m. Donc là, moi, vu que c'était un garage et que je voulais vraiment le laisser brut, justement pour pouvoir montrer à mes futurs clients comment est le container quand il est gardé à l'état brut, pour moi, c'était pas un critère de sélection d'avoir des containers plus hauts pour passer en habitable. Donc là, voilà, c'est des dry et pas des high cube. Le high cube, en fait, est un peu plus haut euh, et il permet d'avoir une hauteur sous plafond après isolation, d'être plutôt dans des standards de 2,50 m. Donc là, pour les découpes, on avait le choix de découper soit avec des disqueuses, soit au plasma. Bon, ben, le menuisier au plasma, apparemment, c'était trop lent. Voilà, il a arrêté au bout d'un moment. Il m'a dit, laisse tomber, je vais prendre la disqueuse, ça ira plus vite. Par contre, le nombre de disques qu'il a passé était assez hallucinant. Je sais plus si on a passé les 60 disques qui étaient abîmés, quoi. Enfin, il a vraiment passé du temps à ouvrir quand même les conteneurs. Donc ensuite, les containers, on les a assemblés entre eux. Donc moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle des bridges. Donc c'est la photo que vous voyez à gauche. Donc c'est des parties métalliques, hein. Vous les rentrez. Les containers ont des trous en fait en haut et en bas. On passe donc les deux morceaux et ensuite on visse et ça permet que les containers soient vraiment bien accrochés, on va dire, et bien serrés entre eux. Et après, on a fait le choix nous de souder entièrement sur tout le long des containers. Pas partout, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour la petite histoire, le container vert qui est arrivé en deuxième, il est arrivé très abîmé et le sol était quasiment à 25 centimètres en dessous que celui du sol du container bleu. Alors je m'étais dit mince, c'est foutu, on n'arrivera à rien à en faire. Voilà, enfin fallait peut-être les choisir à l'avance ou quoi. Et en fait, bah pas du tout parce que c'est hyper malléable. On a pris un cric de voiture en fait, on l'a monté à la bonne hauteur et ensuite on l'a soudé. Et je garde ma voiture tous les jours dessus. Alors certes, j'ai une petite voiture, mais mine de rien, elle est quand même lourde et ça n'a pas bougé depuis 2022, donc depuis 2 ans. On a rajouté une petite bande étanche sur nos soudures. Bon, ça, c'était pas forcément obligatoire, mais voilà, on a décidé de faire ça. Ensuite, voilà, le menuisier a mis ses renforts, hein. Donc il a créé des cadres métalliques pour pouvoir installer ses menuiseries. Du coup, c'est les cadres qui deviennent un peu support. Ensuite, alors voilà, le problème du garage, et je le referai plus, c'est-à-dire que je recommande le container pour de l'habitation. Par contre, pour un garage, finalement, ça n'a pas trop de sens. On a utilisé notre garage comme ça tous les jours et je me suis retrouvée avec énormément de condensation à l'intérieur. Alors, on m'a dit, il n'est pas assez ventilé, il est ci, il est ça.
bon, finalement, on s'est dit, de toute façon, on voulait pas garder les parois couleur, enfin, en métal comme ça, puisque la mairie me l'autorisait pas. J'avais déclaré ça en bardage bois, donc du coup, on s'est dit, bon, ben, quand on fait l'ossature, on en profite pour isoler le garage et on fera notre finition. Donc voilà, du coup, un peu le non-sens de faire du garage, si on est obligé de les isoler, bah, le coût de l'isolation sur du garage, c'est un peu stupide. Donc là, du coup, quand j'ai des projets maison container avec garage, j'ai tendance à faire le garage en kéron ou en brique et la maison effectivement en container. Mais peut-être que David me dira qu'avec une bonne ventilation, j'aurais pu éviter la condensation dans mon garage. Ça, on le saura jamais puisque maintenant j'ai isolé uniquement à l'extérieur et j'ai plus du tout eu de problème de condensation depuis. Euh, Donc voilà, on a fait l'ossature donc des murs et de la toiture. Donc j'ai fait une toiture terrasse, hein, mais bon, on a quand même fait un minimum de pente pour l'écoulement des eaux. Donc souvent on nous dit ah mais le container si vous faites toute une cage en bois finalement est-ce que c'est pas moins bête de faire directement de l'ossature bois? Je dirais que en fait le système du container permet justement d'avoir des bois beaucoup plus fins et beaucoup moins de matière en fait qu'une ossature bois classique. Donc je reste persuadée qu'on sera moins cher avec ce type de mise en œuvre qu'une maison à ossature bois complète. Bien que j'aime beaucoup l'ossature bois et je fais aussi de l'ossature bois en maison individuelle. Mais le container, je cherche vraiment à descendre les coûts et c'est vraiment une clientèle qui, euh, qui cherche en fait à faire sa maison elle-même et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à réduire le coût. Et clairement, sur du container, on peut apprendre à le faire. Donc voilà, on a isolé du coup hein, cette toiture et ses murs. Donc j'ai mis de la laine de verre tout simplement et ensuite les panneaux d'OSB. Ensuite, on a mis l'étanchéité de la toiture. Donc on a mis l'étanchéité. On a installé les évacuations des eaux. On l'a fixé, nettoyé. On a nettoyé les jonctions en fait avec un produit spécial et ensuite on a collé la membrane. On a fait de même sur les remontées d'acrotère. On a mis les couvertines et on a isolé les murs, mis le pare-pluie et ensuite on a mis le bardage. Et voici donc mon garage. Hop, pardon. Donc le bardage, moi j'ai fait le choix de garder les portes des containers parce que je m'en sers en fait du côté la porte bleue là qu'on voit. Et au départ, je voulais les peindre en anthracite, et puis finalement, ça a son charme dans mon jardin. J'ai mes trois couleurs de container, mais bon, ça me plaît de les garder telles quelles et de me dire que voilà, ils ont eu une histoire et on a réussi à les transformer en autre chose. Ensuite, voici un autre projet. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est que quand j'ai fait ce garage container, j'ai tous mes voisins à qui j'avais demandé en fait d'enlever les voitures pour l'arrivée des containers, qui ont été très très curieux en fait de voir ce qui se passait chez moi le jour où j'ai amené les containers. Et mon voisin m'a dit, c'est génial, j'en veux une, je vous commande une maison dans mon jardin. Donc du coup, bah, j'ai fait une maison de plein pied pour mes voisins. Alors, c'est une maison qui est très petite, hein. C'est deux containers iCube, du coup, de 40 pieds et un container dry 20 pieds. Alors, tout simplement parce que les 20 pieds sont très difficiles à trouver en iCube. Donc, du coup, j'ai gardé l'idée de prendre un container un peu plus bas et j'ai choisi d'y mettre uniquement l'entrée et l'arrière-cuisine. Pas que ce soit non plus un espace où on est tout le temps. Enfin, j'aurais pas fait une chambre avec ou un salon. Juste, Caroline, il y a une Oui, question qui pardon. est arrivée sur. Alors, il y a quelqu'un qui dit que pour un conteneur avec un styro dur pour la condensation, il n'y a plus de problème. Oui. Pour la condensation sur un garage, potentiellement, on pourrait utiliser de la projection de liège là,
comme Oui, aussi. pour faire les vannes, quand on transforme une fourgonnette en vanne, donc on est sur le même type de construction. Et puis, il y a quelqu'un qui te pose la question du coût de ton garage. Oh punaise, je l'ai, c'est sûr. Là, comme ça, ben, il faudrait que je ressorte les devis. Je peux le donner très facilement si vous me laissez peut-être juste le week-end, comme ça, je ressors tous les devis, je vous fais le calcul et je pourrais le donner précisément. Ouais. Parce que vu qu'on l'a fait en 2 fois, on a rajouté l'isolation. Enfin, on a décidé de faire l'isolation après. C'est vrai que je l'ai pas en tête comme ça. Mais j'ai tous les devis. Si ça intéresse, je pourrais aussi passer les devis. Mais je donnerai à Gaël le montant du garage. Par contre, j'ai le montant de la maison. Celui-là, je l'ai en tête. C'est bon pour la question, David, parce que là, du coup, je les vois. Rien d'autre. Ok. Alors, voici le plan de la maison container donc de mes voisins. Donc, vous voyez à droite le container 20 pieds qui est en draille et qui est donc perpendiculaire aux deux autres, hein. Les pointillés, c'est les deux autres containers. Donc le plan est assez simple, hein. On rentre, on a l'entrée, un WC à l'entrée et ensuite vous allez directement à la pièce principale. C'est une petite maison parce qu'il n'y a qu'une seule chambre, hein, dans celle-ci. J'ai après la cuisine, vous voyez l'arrière-cuisine, hein, donc ce que je vous disais dans la partie du 20 pieds. Et de l'autre côté du salon, vous avez une chambre que j'ai faite comme une suite. Alors la porte-fenêtre a été mise en coulissant, hein, pour éviter de taper dans le lit. Donc là, voilà, j'ai fait une petite suite parentale, chambre, salle de bain, dressing, de ce côté-là. Alors, voici la coupe de principe. Celle-là, je dirais, c'est un des points importants. Donc, à la base, quand le container arrive, hein, vous avez les 2,70 m de hauteur sous plafond. Vous avez un sol en bois marin, donc, et la structure du container en dessous. Euh, Moi, pour ce projet-là, j'ai gardé tout l'existant. J'ai choisi d'isoler à l'extérieur et à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, pour avoir un R de 5 un R de, pardon, oui, de 5 au niveau du sol, j'ai été obligée de projeter du polyuréthane de 10 centimètres. Et du coup, bah, j'ai perdu pas mal de place en hauteur. Et à la fin, il me reste seulement 2,43 m de hauteur sous plafond. Bon, ça a été validé par mes clients. Mais si c'était à refaire, je ferais un autre système. J'ai pu parler avec d'autres personnes qui font du container aussi. Eux, ils enlèvent carrément le sol bois. En fait, moi, j'ai essayé de l'enlever aussi, mais on y a passé une plombe. Enfin, la découpe était compliquée, du coup, on a laissé tomber. Et en fait, j'ai appris entre-temps qu'il existait en fait une sorte de masse pour pouvoir casser les boulons et enlever le sol facilement. Donc bon, peut-être que si j'avais eu cette information plus tôt, je l'aurais faite. Mais là, pour ce projet-là, j'ai laissé vraiment le sol bois tel quel. Donc j'ai isolé au niveau du sol, et j'ai isolé au-dessus de la toiture, et à l'intérieur en périphérie et à l'extérieur en périphérie aussi. Donc là, pareil, hein, donc on a fait une étude de sol, j'ai mon ingénieur structure toujours sur le coup, comme pour tous mes projets. Donc là, le terrassement, les fondations. Alors, mes voisins ne souhaitaient pas de vide sanitaire. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je regrette, c'est une bêtise de ne pas le faire. Là, j'ai signé une autre maison sur Agde avec étage, et là, clairement, on va faire un vide sanitaire. Parce que là, j'en ai pas fait chez eux, et c'est c'est comme les maisons de l'époque où on faisait un radier total et c'est pas terrible, quoi. Enfin, vaut mieux avoir un vide sanitaire. Donc on a livré les containers, donc vous voyez les petites vidéos. On va commencer à déplacer. Bon, il faut toujours pour les containers que l'endroit soit accessible, mais vous voyez ici c'était un peu compliqué. J'avais des arbres et tout, il fallait pas les couper. Mais franchement, les livreurs, c'est aussi des magiciens parce que j'ai 20 mètres de flèche de, de grue, il faut passer entre les arbres, mais ils se sont débrouillés. Enfin, ça c'est fait. Donc voilà, ensuite, ben, comme pour chez moi, hein, on a découpé. Alors lui avait découpé c'était pas le même menuisier. Lui a préféré le plasma.
il a mis plus de temps, mais il a trouvé ça mieux. Donc ensuite, ils ont mis leur structure enfin, les cadres pour faire les fenêtres. Vous voyez, on voit bien sur le 20 pieds que quand on met une ouverture, on est quasiment au niveau du plafond. Donc pareil, hein, ossature des murs, ossature de la toiture. J'ai fait un décalage exprès entre le 20 et le 40 pour que la maison elle puisse avoir une petite différence de niveau. Le permis de construire, ouais, c'est bon. Le permis de construire avait été demandé à la base avec une finition pierre, bois et zinc. La mairie a décrété que ça faisait trop de matière et donc ils m'ont enlevé le zinc sur la partie de l'entrée. C'est dommage. Ça aurait été plus joli avec le zinc. Et en fait, avec du recul, je me dis que j'aurais dû changer de couleur de bois pour marquer l'entrée. Mais ça, je peux toujours le faire en appliquant une peinture, une patine. Voilà. Donc pour la toiture. Donc ici, bah, j'ai isolé quand même beaucoup mieux vu que c'est une maison d'habitation. Donc j'ai mis de la laine de verre entre les poutres parce que ça c'était toujours un plus. Mais après, effectivement, on rajoute encore du polyuréthane extrudé sur la toiture. Faut qu'on ait le R210 hein, pour être sur la RE 2020. Il manque encore sur cette maison-là la végétation. J'ai prévu de mettre des caissettes végétales sur toute la surface de toiture en laissant les 40 cm de gravier sur le pourtour, hein. Donc voilà, ensuite pareil, hein, isolation des murs. On a mis donc le pare-pluie, le attelage. Alors ici, on voulait un aspect pierre en façade sur la façade principale, juste sur le soubassement. Donc c'est pour ça que sur la photo, vous voyez la finition en OSB, c'est là où va être collée la pierre de parement. Et au-dessus, je suis restée en bardage bois. Voilà ce que ça donne. Donc là, le bardage bois, hein, au fur et à mesure. Et la façade pierre de ce côté-là. Ensuite, on a attaqué l'intérieur. Enfin, ça s'est plus ou moins fait en même temps. Donc, bon, bah, on a isolé partout. Euh, on a isolé donc avec le polyuréthane et on a coulé la chape. Ça ne veut pas. Allez, voilà, on va projeter. Et pareil pour la chape. Donc voilà l'intérieur, hein, une fois qu'on avait fini les bandes. Ensuite, on a mis la terrasse. Là, rien de particulier. C'est comme pour une maison traditionnelle. Et voilà la maison à l'intérieur. La décoration a été faite par ma cliente. Je vous laisserai juger. Donc là, c'est l'entrée et la porte qu'on voit qui est au milieu de la tapisserie. C'est tout simplement le premier WC. Ensuite, vous avez la pièce principale. Donc là, ils ont mis du parquet et du carrelage au sol. J'ai pas les photos intermédiaires parce que c'est un lot que les clients sont gardés. Donc là, on a la chambre de l'autre côté avec la salle de bain et le dressing. Voilà. Et voilà la maison. Plus qu'à mettre les lampes, un peu de gazon et et la voici terminée. Et je passe la main à David. Oui, alors il y avait une petite question, donc, mais bon, j'ai renvoyé, donc c'est Ophélie qui a posé une question, c'est à propos de la garantie décennale. Donc j'ai renvoyé sur le webinaire numéro 1, où on a largement débattu de cette question, mais globalement, il faut, en tant J'ai une qu'architecte, bonne nouvelle. être couvert décennale, mais il faut que vos artisans aient une décennale pour faire les travaux. Alors pour répondre à Ophélie, mes artisans, je leur ai demandé de modifier leur décennale en mettant maison container. Leur assurance n'ont pas voulu le faire. Et eux m'ont dit, on va le faire quand même. Voilà, donc nous en tant qu'archi à la MAF, on nous assure pour faire les containers. Moi j'étais chez AXA avant, ils n'ont pas voulu m'assurer pour le container, donc je suis allée à la MAF, comme les trois quarts des archis.
Et là, on est assuré. Par contre, la part d'assurance, ils se sont gavés, hein. Moi, j'ai vu qu'ils m'avaient prélevé le double sur ce projet-là. Donc, j'étais pas très contente parce qu'en fait, c'est un projet où on essaye de réduire les coûts sur tous les postes. Et comme par hasard, ben, dès qu'il y a des risques ou quoi, ben, on nous met plein pot. C'est pas cool, quoi. Donc, ce projet-là, j'ai gagné nettement moins ma vie qu'un autre projet. Mais je continue à faire du container parce que bah, déjà, je trouve ça ludique, ça change. Et parce que j'ai envie d'en faire, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de me priver d'un système constructif sous prétexte que ça fait peur à nos assureurs. Et pour en Bonne suivre nouvelle le aussi pour la DO. La DO, donc mes clients, je leur ai dit, hein, il faut prendre une DO, c'est obligatoire. Enfin, j'ai l'obligation de leur dire que c'est obligatoire. Évidemment, bah, ils en ont pas prise. Le chantier s'est bien passé, donc tant mieux. Mais on n'en a pas prise tout simplement parce que j'en trouvais pas. Ça faisait 2 ans que j'en cherchais activement, pas moyen d'en trouver. Et bah là, bonne nouvelle, j'ai signé une maison, donc je vous disais à étage à Agde le mois dernier, et mon client a trouvé une DO. Donc j'ai trouvé la banque il y a 2 ans, on a trouvé la DO voilà, le mois dernier, donc peut-être que ça bouge petit à petit. Après, le client de Agde, mon client est plaquiste. Donc peut-être aussi enfin, que c'est un profil rassurant au niveau des assurances. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire sa maison en autoconstruction, mais c'est quand même un gars du bâtiment, quoi. Mais voilà, je j'ai pas encore appelé la DO, j'ai les coordonnées, j'ai tout, mais je compte bien prendre contact avec elle pour voir qui ils peuvent assurer et s'ils veulent aussi assurer, pourquoi pas, des artisans décennales. C'est une question à creuser. Mais on commence à avoir des ouvertures. Avant 2022, on n'avait même pas de banque qui suivait les projets d'autoconstruction. Maintenant, il y en a. Il y en a qui acceptent de faire de la maison container. Il faut juste les sceller aux fondations et avoir un suivi architectural par un architecte. Ça, c'est vraiment les deux choses que me demandent les banques de mes clients pour les maisons container. Il y a quelqu'un qui demande si tu as le nom de l'assurance l'assurance DO. Et, C'est une assurance qui est à Martigues. J'ai pas le nom, mais c'est 4 bis rue du Langary. J'ai le numéro, je pourrais le mettre en commentaire s'il faut. Mais oui, oui, j'ai les coordonnées. J'ai juste pas le nom. J'ai que mon client m'a envoyé que la rue et les numéros. Mais c'est à Martigues. et pour clore un tout petit peu le sujet sur l'assurance décennale, ce qu'on avait aussi évoqué sur le premier webinaire, c'est qu'il y a le syndicat Salidcar qui travaille le sujet, donc sur les techniques non courantes, donc avec un bureau de contrôle national pour faire avancer le sujet et que Ouais. les artisans aient une vraie assurance décennale pour leur projet. Et tu as une dernière question sur la maison, c'est si tu peux, si tu as le prix de la maison. Oui, alors on est à 70 mètres carrés. Je suis arrivée à 130 000 euros. TTC. Ok. Hors terrasse, pardon. Hors terrasse. La terrasse a été faite après. Je poursuis du coup, c'est bon pour les questions sur tes deux projets, j'ai Ouais. l'impression. Pour la maison, pour le prix de la maison, tout a été fait par des artisans, hein. Il n'y a que le sol qui a été posé par mes clients, mais sinon tout le reste a été fait par des artisans. Et dans le prix, il y a le prix de la marchandise du carrelage et du parquet. Donc on arrive à un prix qui est quasiment à 2000 euros du mètre carré. Moi, quand je compte une maison container, je compte 1900 euros du mètre carré. Et quand je compte pour une maison traditionnelle, je pars sur 2300. Donc pour moi, il y a un delta à peu près de 400 euros au mètre carré de différence entre la maison container et la maison traditionnelle. Voilà, à toi, David. Tu as une dernière question qui est arrivée. Quel est le lot qui était en charge de l'achat du conteneur, étant donné que nous avons affaire des artisans? La personne dit de mon Elle est côté. quoi? Étant donné que nous avons affaire à des artisans, et la personne dit, de mon côté, j'avais fait appel à une entreprise spécialisée dans l'aménagement de conteneurs en atelier pour remontage direct sur site. Donc toi, c'est qui a fourni tes conteneurs? Donc, Moi, j'ai acheté les containers, on les a, enfin, moi, je fais lot par lot. En gros, le gros œuvre, il est remplacé par les containers. Donc, moi, je fais comme d'habitude comme sur les maisons traditionnelles. J'ai aussi un gars dans mon secteur qui me livre les containers tout faits. Mais bon, il me les revend, je sais pas, j'en ai pour 2800 euros du mètre carré. Donc, j'ai aucun intérêt à faire ça. Je fais ma maison comme j'ai l'habitude sur un autre système constructif. Lot par lot.
je me débrouille en maîtrise d'œuvre. Ok. Je passe les slides du coup. Eh ben, moi, je vais vous parler d'une maison conteneur qui se situe donc à Pont-à-Mousson. Donc, c'est un pile entre Nancy et Metz. Elle a une particularité par rapport aux deux projets qui ont été cités précédemment, c'est qu'on a un PLU qui est très favorable à laisser le conteneur apparent. C'est-à-dire que c'est un PLU qui a été conçu spécifiquement pour faire de la zone touristique. Et donc, on a eu le loisir de laisser nos conteneurs aspect tôle à l'extérieur. Et, euh, et le PLU ne nous a pas posé de soucis là-dessus. L'instruction du permis s'est déroulée normalement, comme pour une maison tradie, pour ce projet-là. Donc, elle est composée, elle, de 5 conteneurs de 40 pieds en iCube elle est articulée autour de maçonnerie traditionnelle. Comme on peut voir sur le plan, là, la partie maçonnerie traditionnelle, elle a entre guillemets, agrandi le manque de conteneurs qu'on pouvait avoir, puisque le client que j'avais moi avait déjà ses conteneurs. C'était un ancien artisan, il avait 5 conteneurs dans son parc qui se servait pour stocker du matériel quand il était artisan. Et le jour où il a arrêté son activité professionnelle, il a décidé de construire une maison avec ses conteneurs donc, pour de l'hébergement touristique. Donc, elle est composée d'une cuisine là, qu'on voit sur la partie basse. Là, c'est le conteneur qui est en rouge. Donc, à chaque fois qu'on a une couleur sur mes plans, c'est le conteneur qui est représenté, hein. On a la partie entrée, salle à manger et chambre suite dans le conteneur vert. Et on est à cheval sur le conteneur violet pour la partie sanitaire et salon. On a fait le choix. La maison, on l'a installée dans un parc qui est une pépinière, une ancienne pépinière. On a 5 maisons qui sont dites insolites dans ce parc. Et la maison conteneur est celle qui est dédiée notamment à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Ce qui n'était pas forcément une facilité avec des conteneurs qui sont assez limités en largeur. Et, mais c'est un choix qui a été assez intéressant pour travailler justement. Là, on allait découper, là, on allait laisser de la matière pour que le tout puisse se tenir correctement. Donc ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. On peut passer à l'étage. Donc à l'étage, on a une terrasse sur la partie droite, qui est purement la partie maçonnerie du projet. Et ensuite, on a 2 chambres, 2 suites euh, qui sont répartis avec un vide sur le séjour, où le sol du conteneur, lui, a été découpé. Ce qu'on va pouvoir voir peut-être dans les photos, dans les pages suivantes. Bon, là, la coupe, on voit l'empilement des conteneurs. Euh, on avait prévu de mettre l'isolant à l'intérieur dans le projet, au départ. Pour la partie toiture, en fait, on a fait une toiture terrasse plutôt classique où l'isolation, elle est vraiment en toiture chaude. La tôle est bien du côté chaud pour la partie toiture. Donc là, la coupe n'a pas été mise à jour et nous sommes posés sur un vide sanitaire, donc ce qui est plutôt un grand confort pour toute la partie évacuation, acheminement de l'eau dans le conteneur. Tout ce qui est réseau chemine dans le vide sanitaire et c'est plutôt confortable d'avoir ce vide sanitaire-là pour travailler. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, vous avez les fondations de la maison, donc entièrement en aglo-coffrant, hein. Donc on voit le vide sanitaire complet sur le projet, les réseaux qui sont passés. On voit dans le milieu là, du vide sanitaire, on voit une semelle et des petits, sortes de petits poteaux, hein, fait en aglo-coffrant, qui sont des supports pour les conteneurs, sur lesquels nos conteneurs sont empilés et prennent appui.
Ouais, hop. Donc on a une maçonnerie qui a été élevée là, pour faire la partie garage et puis toiture terrasse accessible. Et les conteneurs ont été empilés, articulés tout autour euh, de la, de la maçonnerie. Donc le premier en bleu là qu'on voit qui est vraiment directement posé contre. Et après, on a empilé par-dessus les suivants. Le rouge est vraiment empilé, prend appui sur à la fois la maçonnerie et à la fois le conteneur bleu. Et tu peux, hop. Donc là, on voit l'empilement des conteneurs donc, sur la maçonnerie, sur la partie arrière. Donc le rouge et le bleu là, qui sont bien appuyés sur la maçonnerie. Et l'autre rouge au bleu en rez-de-chaussée qui, eux, sont appuyés sur les fondations. À ce stade-là, les conteneurs dans mes projets ne sont pas encore coupés. Là, ils ont été coupés vraiment sur site. Ils étaient déjà là. Ils ont été coupés une fois qu'ils étaient en place. Donc, là, on voit l'assemblage des conteneurs. Donc, entre eux, nous, on a fait de la soudure uniquement. Les coins ISO ont été soudés entre eux. Et la partie qu'on voit, en fait, là, on est à cheval sur la maçonnerie, sur la partie arrière, et à cheval en porte-à-faux, même sur la partie avant du projet. Et la soudure, enfin, le projet a été calé. Donc, au-dessus du coin ISO, on a une petite cale qui a été mise pour rattraper la différence de hauteur du coin ISO du fond et l'absence d'appui sur un coin ISO à l'avant. Et le tout a été recapoté avec des soudures et des fers plats avant d'être remis en peinture. Dans mes projets, dans ce projet-là, les conteneurs ont été sablés et repeints. Donc, dans ces diapos, là, on voit les découpes qui commencent à être faites sur le projet avec des étaiements. Donc, là, pour l'instant, il n'y a que les découpes, les renforts ne sont pas faits. Et les conteneurs en porte-à-faux qui prennent appui là, au niveau de baies vitrées, de futures baies vitrées, et sont étayés de manière à ce que le conteneur, même si on a laissé un petit peu de matière, ne s'affaisse pas sous le poids des deux autres qui sont posés au-dessus. Tu peux- ouais, hop. Le plancher qui a été... donc là, on voit les découpes à l'étage avec la matière qui est laissée sur la longueur de manière à pouvoir garder un petit peu de renfort. Nos tubes, nous, on va remettre des tubes métalliques qui vont se souder à ces parois qui sont laissées sur les faces. Et, euh, et puis là, on peut voir aussi le plancher qui a été découpé pour créer la double hauteur dans notre projet. Et ce plancher découpé, en fait, on aurait pu choisir de recouper les longerons donc, qu'on voit au sol, et les supports, les sortes de solives en métal, hein. On a fait le choix de les conserver pour vraiment montrer que c'est un conteneur, que ça a une structure et la façon dont c'est fait. Euh, Hop, là, sur ces photos-là, alors c'est peut-être un peu petit, mais on voit les tubes qui ont été soudés là, au contact vraiment mis entre les alvéoles des deux conteneurs, à l'intersection des deux conteneurs, pour renforcer les parois. Et les tubes qui ont été soudés pour faire des précadres, pour poser les menuiseries qui, qui doivent se loger dans le projet. Donc là, toujours les renforts, donc c'est des précadres pour pouvoir poser nos menuiseries. Donc c'est du tube, là, de mémoire, on était sur du 40-40 ou du 40-60 de tubes, hein, vraiment soudés, simples, sur lequel le menuisier peut venir s'appuyer et fixer sa menuiserie. Comme ceci. Voilà, là, on a les menuiseries qui sont posées. Et ensuite, pour pouvoir laisser, pardon, pour pouvoir laisser le conteneur apparent, dans notre cas,
Donc on a travaillé aussi avec le thermicien. Je suis pas un énorme fan de polyuréthane de manière générale, sauf que on n'avait pas réellement le choix. On a isolé les conteneurs en mousse de polyuréthane, en mousse de polyuréthane projeté, pardon, de manière à recréer un complexe de type panneau sandwich qui nous a permis d'isoler la maison. On n'est pas en RE 2020 sur cette maison-là, elle a été faite en RE 2012, en RT 2012, pardon, et on est conforme à la RT 2012 avec ce système-là, en fait. On est bon en isolation. On a notre isolation polyuréthane également en toiture et on a fait une isolation polyuréthane, donc du TMS de, je sais plus si c'était du 80 ou du 100 mm, j'ai un petit doute là, sur le plancher. Donc une fois que tout le monde, comme dans une maison traditionnelle, hein, une fois que le doublage est fait, enfin toute la partie isolation a été faite, tout le monde est passé. euh, À l'intérieur, on a replaqué tout ce qui était en contact avec l'extérieur et tout ce qu'on pouvait laisser visible en, en conteneur a été laissé visible. Donc là, on revoit les longerons donc dans la double hauteur. Le plafond où les luminaires sont suspendus, c'est la tôle du conteneur existant qui est visible. La partie à droite, là, juste devant l'escalier, c'est l'assemblage de deux poteaux de deux angles de conteneur. Et si on revient, bah, c'est pas la peine de changer de diapo, mais si on revient à la photo de l'assemblage qui avait été fait par soudure, les deux coins ISO avec la cale se situent à cet endroit-là, juste au-dessus de ce de cet angle-là. Donc, toujours le conteneur apparent en plafond, là on peut le laisser apparent. Le sol, c'est un sol industriel hein, qui a été récupéré et euh, remis au sol reposé, donc poncé, recalé. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une maison qui est un peu atypique et insolite, hein. C'est pas nécessairement la maison pour habiter dedans temps plein. Enfin, c'est une maison pour passer quelques jours en famille, en séminaire ou quoi, au caisse. Mais elle n'a pas été nécessairement pensée pour être une maison familiale. Donc là, on voit l'étage, qu'on arrive à l'étage, on voit la double hauteur avec les longerons apparents. Évidemment, il y a un garde-corps qui va pousser là devant la double hauteur. Parce que même si on a les longerons, on passe au travers. Donc là, il y aura un garde-corps en verre qui doit arriver. Et encore une fois, la tôle, dès qu'on peut la laisser apparente, elle est laissée apparente. Donc quelques petits points de vue de l'extérieur. Donc on voit les terrasses qui sont alors pas réalisées comme avec un relevé d'étanchéité. On est sur un peu le principe des membranes avec un relevé. J'ai pu retrouver son nom. C'est pas un relevé rabattu, mais un relevé. J'en trouverai son nom, je vous le redirai. Et, et par-dessus, des grilles pour retenir le gravier et la protection mécanique en gravillon qui est posée sur le conteneur, sur toute la partie conteneur. Sur la partie maçonnerie, qu'on voit là sur la droite de la première photo, là on est sur une isolation et une étanchéité tout à fait traditionnelle de la terrasse. Je peux passer la diapo suivante. Quelques photos de l'extérieur. Donc, comme je le disais, le PLU là, nous a permis vraiment, c'était une chance de laisser le conteneur apparent. Donc, tout a été sablé et repeint. Les conteneurs rouges qui étaient rouges d'origine sont restés en rouge. Le client a choisi plutôt un kaki là, pour la partie, pour ceux qui étaient bleus d'origine. C'était pas forcément un choix sur lequel moi j'étais trop
trop d'accord et finalement, je dois admettre que c'est plutôt réussi et ça s'intègre nettement mieux au site que d'avoir un contenu en bleu. Et les inscriptions des conteneurs ont été repeints également, hein. Tout ce qui est, toute l'identification du conteneur qui est situé sur la porte a été repeint pour redonner son aspect au conteneur dernier voyage. Comme on peut voir là sur les photos, on voit, ils sont tout bosselés et c'est pas gênant, c'est vraiment un dernier voyage, donc on accepte qu'il ait son vécu. Je sais pas si tu peux passer la diapo, Caroline. Donc voilà, quelques autres photos. Donc de la partie arrière, là, on a les conteneurs qui sont en porte-à-faux à l'avant. Donc on est en appui sur le longeron. Et la partie arrière, on est appuyé sur la maçonnerie. Donc on a le centimètre et demi du coin ISO qui nous fait un décalage. D'où la cale qui a été posée sur la première photo où on a assemblé ensemble où tout a été soudé. Tu peux, ouais. Et donc là, on voit les conteneurs, bah, la maison telle qu'elle est actuellement. Reste à faire les finitions à l'intérieur, donc les lots peinture essentiellement. Et puis aménagement mobilier et cuisine qui vont arriver. Donc on a la photo, excusez-moi d'aller un peu, oui, un peu vite, c'est pas grave. La photo donc, du projet quasiment terminé. La photo du projet avec simplement les conteneurs bruts et la photo pendant les travaux. Donc l'évolution de la matière, notre matière première, pour arriver à ce résultat euh, qui, qui, même si c'est un conteneur, me paraît quand même plutôt très propre. Et il me manque une photo. Il y a une photo que je voulais mettre, mais que c'était un petit clin d'œil, mais c'est pas grave. C'était une photo d'une porte parce qu'on a toutes les portes n'ont pas pu être conservées des conteneurs et nous on avait fait le choix là de transformer une porte en bar sur la terrasse qui est située sur le haut. Donc la porte a été transformée en bar pour agrémenter la terrasse et c'est une bonne façon aussi de recycler toutes nos chutes de conteneurs, c'est de le réutiliser pour en créer du mobilier. Et on peut peut-être passer aux éventuelles questions qui ont été posées. Oui. Alors, est-ce que j'ai un lot spécifique pour les containers? Bah oui, lot container. Comment trouver des revendeurs de containers et à quoi faut-il prêter attention pour l'achat? Bah, des revendeurs, il y en a un peu partout. Il y en a dans toutes les régions, de toute façon. Donc, moi, je sais que celui que j'ai qui me revend les containers arrivent de Martigues et j'ai déjà eu le livreur au téléphone et je peux même aller les choisir si je veux. Pour l'instant, bah, je lui ai toujours fait confiance. Je lui demande bien des derniers voyages et il m'a toujours amené des derniers voyages. Moi, sur mes projets, c'est le prestataire qui gère, qui trouve le conteneur et puis qui se débrouille avec ça. Mm. Pas de souci de perte de chaleur avec une isolation uniquement en intérieur. Pas de rupture de pont thermique. Le métal est un conducteur. Je m'interroge. Moi, je le prends en sandwich, donc c'est vrai que je fais isolation intérieur-extérieur. Mais moi, parce que les mairies, elles refusent que je laisse le container apparent. J'ai pas eu le cas. Bon. C'est pour toi la question. Oui, non, là, on a, avec notre isolation projetée à l'intérieur, là, avec un recouvrement sur le haut du conteneur, alors on a un léger pont thermique, mais là, la maison, elle est en chauffe. Euh, on n'a aucun souci de condensation dedans. Comment gérer la dilatation des des conteneurs et de la maçonnerie? Eh ben, on laisse les choses dilatées. On a des profils qui masquent le- la jonction, en fait.
qui nous permet qui permet au conteneur, en tout cas dans mon cas, hein, qui permet au conteneur de vivre sa vie à côté de la maçonnerie. Comment gérer les évacuations d'EP? Moi, je fais passer les évacuations dans le, enfin, sous les containers, en fait, hein. On peut passer déjà entre la structure métallique et après on a notre pente. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème d'évacuation particulier. Je n'ai pas non plus. Enfin, là, on peut percer la toiture avec une naissance tronconique classique. En tout cas, comme un système de toiture terrasse simple, hein, tout à fait traditionnel. Pour moi, il faut s'en référer essentiellement au DTU. Là, pour le coup, même si on n'a pas de DTU pour les conteneurs, on est très très similaire à une toiture terrasse posée sur structure métallique. Donc il y a un DTU. Pardon, ouais, J'ai pardon, plus j'avais j'ai plus le pas. numéro du DTU en tête, mais pour moi, on applique ces mêmes principes. Ouais, moi j'ai pris des. Oui, pardon, j'ai lu trop vite. C'est les EP, la question. Bah, les EP, oui, moi c'est pareil. J'ai fait une toiture terrasse, j'ai les boîtes à eau derrière. Enfin, rien de, rien de bien compliqué. Existe-t-il une formation à distance pour une personne qui a déjà une formation technique bâtiment? À distance, non. Il y a les formations de chez Format Cargo, là, où c'est 300 heures, mais c'est sur site et vous apprenez à transformer un container en habitable. Il y aura sans doute des choses à ce niveau-là courant 2025. Il faudrait que Bachir se rapproche de nous s'il veut bien pour nous préciser aussi quels sont ses besoins. Mais sur tout ce qui est partie aspect théorique, évidemment, il y a beaucoup de pratiques sur ce genre de formation. Mais s'il nous précisait un petit peu ses besoins, on pourrait peut-être lui répondre plus précisément. Mais il y aura des choses sur l'aspect théorique qui seront sans doute proposées à un moment donné par Format Cargo. Peut-on avoir la durée des travaux? Bah moi, mon garage, bout à bout, il a été fait en quasiment un mois et la maison de mes voisins en 3 mois et demi. Après, c'était une petite maison, 70 mètres carrés. Et moi, je sais pas un bon exemple parce qu'on devrait aller très très vite. Et en fait, c'est une maison que ça fait 3 ans qui est en construction parce que c'est un ancien artisan et il a d'autres entreprises et c'est du temps perdu, c'est quand il est à temps perdu. Et si les équipes sont occupées sur d'autres projets, il met les équipes sur d'autres projets. Donc c'est un temps long, mais ça occupe des gars en fait. Donc c'est pas un bon exemple en tout cas en termes de rapidité de planning. Le R+1, le prix de ta maison R+1? On est sensiblement pareil à la différence que je compte pas les conteneurs qu'on avait déjà sur place, qui étaient, le client avait déjà acheté, donc ils sont pas comptés dans les devis. Euh, mais globalement, on est un peu plus lourd sur le côté traditionnel. Et après, on est sur le même prix que les tiens. Enfin, là, globalement, c'est une maison à 270 000 euros. Émilie dit bravo pour le projet, merci. Merci. Pensez-vous que l'on peut arriver à 1100 ou 1300 euros du mètre carré de construction en passant avec des artisans et non pas en autoconstruction pour une maison neuve? Bah, c'est tout l'inverse en fait. On peut baisser le prix en le faisant en autoconstruction. C'est pas moins cher avec des artisans qu'en autoconstruction. Est-ce que la question a été bien posée ou Ouais, je est-ce sais que pas. c'est une erreur sur la question ou En tout cas, avec des artisans à 1310 mètres carrés, non? moi, j'y arrive pas. Par contre, en auto-entreprise, on a en autoconstruction, on a l'exemple de la maison Crobo. Euh, c'est Bruno Crochet qui vous avez sur Facebook et même sur un site internet de la maison Crobo, Crobo. Donc c'est un monsieur sur Nantes qui a fait sa maison en autoconstruction en container, une maison de 140 mètres carrés. Il a mis un an
et elle lui est revenue à 1 000 € du mètre carré parce qu'il a tout fait lui-même. Donc c'est vraiment les matériaux, il a compté les matériaux. Le système d'étanchéité sans accroteur, est-ce une membrane EPDM avec une gouttière périphérique? Non, moi je suis sur une membrane PVC et c'est pas. En fait, on est sur le même principe qu'un relevé autoprotégé. C'est-à-dire au lieu de faire un relevé de 15 centimètres, on a rabattu. Alors, on n'est pas conforme au DTU sur ce point-là, hein, et on ne pourra pas l'être en laissant le conteneur apparent. Mais c'est c'est un relevé, ben, un rabaissé du coup. La membrane est rabattue pour assurer l'étanchéité du conteneur. Après, je suis pas hyper inquiet dans la mesure où le conteneur, lui, est quand même déjà étanche de base. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on n'a pas d'eau qui rentre, hein. Ouais, moi j'avais noté dans mes petites notes, je tiens un petit cahier en fait pour les containers. À chaque fois que j'ai un artisan qui me donne bien une directive à suivre, je la note. Et là, j'avais mis pour le container au niveau de l'étanchéité que c'était bien une membrane PVC avec un OSB de 18 mm minimum. Euh, que les membranes sont traitées contre l'UV et elles sont fongicides. Et après, j'avais mis c'est différent justement de l'EPDM qui, elle, est fermée et où on peut avoir de la condensation. Donc là, moi, pour le container, c'est vraiment de la membrane PVC et pas de l'EPDM. On a une question là sur des solutions plus naturelles que la mousse polyuréthane en sol sont-elles possibles? Si oui, lesquelles? Ben, on peut isoler. Ouais, il faut isoler différemment, ça c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que voilà, faut changer le système, il faut enlever les plaques de bois, il faut aller ou alors isoler par le dessous ou quoi. Mais oui, après on peut avec un prendre accès. d'autres isolants. Il faut trouver le bon isolant qui va avoir le R25 pour la Euro 2020. Mais oui, oui, pour le sol, faut trouver une autre solution que le polyuréthane. À mon C'est sens, oui, clair. c'est ça. Faut démonter le plancher, mettre Mm. l'isolant. Bah, Faut le soit démonter. démonter, soit avoir un accès en dessous, et puis mettre l'isolant qui vous convient, en tout cas, enfin, qui correspond à l'éthique visée, euh, pour, euh, pour se passer de la mousse polyuréthane au sol, en tout cas. Après, sur tout ce qui est isolation du conteneur en lui-même, on peut largement se passer du polyuréthane, mis à part le Quels sol. arguments, pardon, quels arguments pour faire pencher la balance du côté des mairies? Ils sont souvent frileux à l'idée d'avoir des containers. Moi, j'ai vraiment eu les deux cas. J'ai eu des mairies où j'ai pris rendez-vous et j'ai présenté souvent des photos avant et après pour les rassurer et leur dire que la maison container, à la fin, on voit pas forcément le container. J'ai des mairies qui m'ont accueilli super bien en me disant trop bien, allez-y, faites votre projet, enfin, sans trop de problèmes. Et il y a des mairies qui ont jamais voulu me recevoir. Ils m'ont dit ah non mais container, on veut pas en entendre parler. Donc maintenant en fait, je leur demande, enfin je leur pose pas la question. Quand je pose un permis de construire, je dis comment ça sera fini. Enfin, on n'a pas l'obligation de donner le système constructif au moment du permis de construire. Vous n'allez pas dire si c'est de la brique, du kéron ou de l'ossature bois ou du conteneur. On s'en fiche. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on va finir les parois. Après, il faut leur en parler si jamais on veut le laisser brut. Mais ou sinon, on dit bardage métallique, hein. Enfin, mais moi maintenant, je le dis plus et je demande à mes clients de rester discrets pour pas me faire, enfin pour pas être embêté au niveau de la mairie. Même stratégie, on dit rien. L'administration, Voilà. c'est l'aspect extérieur qui compte et bah, l'aspect extérieur, c'est la maison. Alors, Et quand elle est dans, finie, on le dans mon voit pas. cas, dans le cas que j'ai présenté, en tout cas, c'est pas le sujet n'était pas là et le P lui était adapté. On n'avait pas de souci. Mais j'ai des cas d'extension en conteneur et là, on dit rien. On fait notre extension. Elle a un bardage. C'est une extension tout à fait traditionnelle d'un point de vue esthétique. La mairie ne sait pas que c'est du conteneur et elle n'a pas à le savoir. Alors oui, Euh, Léa, c'est Crobo, oui. Florent a mis le lien juste en dessous de la maison Crobo. L'assurance Déo à Martigues pour la petite maison. Oui, c'était. Alors attendez, je cherche en même temps sur Internet parce que j'ai que Il l'adresse. C'est 4 y a, bis rue Langary.
Bah, Vous cherchez. c'est l'adresse qui a été mise en dessous. Ah, elle a été mise. Ouais. Ah ben voilà, c'est Gaïa. Ben voilà, comme ça je vais pouvoir le savoir aussi. Je les ai pas encore appelés, mais voilà. Mon client m'a dit qu'il avait réussi à être assuré chez eux. Mais je vous dis encore une fois, mon client est plaquiste. Donc, est-ce que l'assurance a accepté parce que c'était un artisan du bâtiment? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, lui, il a réussi à avoir une déo sur du conteneur, donc bah, c'est beau, c'est bien. On en a enfin un. Comme quoi tout arrive. Où est-ce qu'on en a loupé? Non. Non, j'ai l'impression que toutes les questions ont été répondues. Hop. Très bien. Alors, Pour finir avec la RE 2020. pourquoi Bah, l'avenir? On est déjà sur de la RE 2020. en tout cas, ça pose pas de sujet particulier en RE 2020. Au contraire, le conteneur dernier voyage, il faut qu'il soit dernier voyage, c'est du réemploi. Donc, il a un bilan, il comptera zéro dans la CV de l'analyse du cycle de vie de la maison. Il comptera zéro en poids carbone. Ouais, Donc, donc plutôt même au contraire, très c'est pas un bien. avenir qui est compromis, c'est plutôt une ouverture sur un futur. La maison container, elle est de plus en plus demandée. Enfin, en tout cas, moi, au niveau de l'agence, depuis que j'ai commencé à en faire, là, depuis le mois de septembre, je suis à 7 demandes de devis pour des maisons. Donc, c'est pas dit que je signe les 7, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup plus de demandes. À l'époque, j'en avais peut-être une par an. Et là, juste sur cette année, je vais finir quasiment l'année avec une dizaine de demandes. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et c'est des gens ben, on voit surtout, enfin, dans la région de Montpellier, en tout cas, les terrains sont très chers. Et du coup, ben, quand vous voyez qu'un terrain, c'est dans les 500 000 euros, il faut mettre une maison dessus. Bon, bah, le budget, il est à 1 million. Ben, il y a des gens, ils prennent des plus petits terrains et ils essayent de se faire leur maison eux-mêmes. On a vraiment ce profil-là de client qui sort. Le container est-il adapté aux régions, aux pays chauds? Quel type d'isolation privilégier? Eh ben, écoute, Bachir, sur le webinaire numéro 1, on a parlé un peu de où étaient construits les projets containers. Sur la photo qui était tout au début de notre webinaire là ce soir, c'était une photo d'un projet qui était en Californie. Et la dernière photo, c'était une photo d'un projet qui est en Chine. Et en fait, il y en a en Hollande, il y en a dans plein, plein de pays, des pays chauds, des pays froids. Donc finalement, ça s'adapte à peu près partout. Et effectivement, c'est l'isolation qui va changer. Plutôt mettre un isolant à fort déphasage. Ouais. RE 2020 pour le polyuréthane. Oui, ça c'est clair qu'il va falloir arrêter de faire du polyuréthane. Après, on a beaucoup d'autres types d'isolants, hein, on a des biosourcés, hein, on peut utiliser du chanvre, du liège, enfin ça, on a de quoi faire. Mais c'est pas spécifique à la maison conteneur, en fait. Ça, Ouais, ouais, c'est c'est juste vrai qu'il que faut, ouais, pardon, au il faut répondre aux niveau de la exigences CV, de en la fait. RE 2020. Il Mais faut là, on que a les thermiciens aussi, hein, je sais pas ce que t'en penses, David, mais moi, mon thermicien, il est toujours à mes côtés dans les projets pour trouver les meilleures solutions en fonction du Ah projet, oui, hein. non, mais c'est ça. Enfin, le thermicien, faut qu'il bosse aussi. Bah, il est là aussi pour nous apporter, pour nous appuyer. Mais là, on revient sur tout ce qu'on a déjà dit dans les premiers webinaires, c'est qu'on ne les fait pas seuls, quoi. Enfin, il y a de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement aussi bien en structure qu'en thermique. Et sur l'aéro 2020, qu'on soit en conteneur ou en traditionnel, globalement, il faut bosser avec nos thermiciens. Ouais. Peut-on isoler le Peut-on... plancher par-dessous dans le vide sanitaire? Cela pourrait être une solution. Alors oui, en plus, il y a eu un webinaire de présenter. David, rappelle-moi le nom de l'archive, tu te souviens ou pas? Ou Gaël peut peut-être m'aider.
Gaël, il y a un archi, un autre qui avait Ah, aussi c'est retour pas d'expérience et il avait isolé par le dessous, lui. Emmanuel Lu- Marguet? Luc Del Rieux, c'est ça, Caroline, tu penses à C'est lui? ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Luc Oui, Del Rieux. il y a un archi qui a présenté aussi un retour d'expérience sur une maison container et lui, effectivement, il a isolé par le dessous. Il avait mis comme des billes de polystyrène il avait rempli le vide sanitaire de ce procédé-là, si je me souviens bien. Et, mais oui, oui, ça reste une solution aussi, hein. Je pense qu'il y a plein de solutions pour le sol. Faut vraiment juste y pencher, un peu plus, quoi. Je pense que Pour les déjà, la zones première, hiérarchiques. le vide sanitaire est essentiel et puis et du coup, ça ouvre la porte à l'isolation par le dessous. Il faut juste que l'isolant soit aussi adapté, mais comme dans du traditionnel, à un environnement humide. Quelles sont les zones horaires archi pour ce type de projet? Vers Montpellier. Ben, moi, je garde les mêmes zonos qu'un projet traditionnel sur du suivi de chantier. Moi, je suis à 10% du montant des travaux. Je sais pas s'il fallait le balancer, mais c'est peut-être plus cher, David. Euh, je pratique pas, je suis un peu plus cher sur que ça. Ouais, mais bon, après, là-dessus, chacun est libre. Moi, je suis plutôt à 12% du montant des travaux. Mais après, Avec chacun. les plans ou sans plan? Parce que moi, c'est 10, mais sans plan. C'est juste pour le La, suivi. la Donc, mission, en fait, je suis à 12 aussi. ouais, la mission complète, oui, oui, tout à fait. Donc, on est globalement pareil. Il faut juste effectivement faire attention à la surcote de la MAF. Ouais, ben, ouais. Moi, j'ai pas augmenté. C'est pour ça que j'ai gagné moins sur le container, mais je me dis qu'à force d'en faire, ils vont finir par descendre leur cotise. Quelle est la hauteur maximale qu'on pourrait avoir sous plafond après isolation? Eh ben, tout dépend si on garde aussi le container visible ou pas. Par exemple, moi, sur la petite maison en bois que je vous ai montrée, mes clients ne voulaient absolument pas qu'on garde des éléments du container apparents. Donc, moi, j'ai tout plaqué, en fait, y compris au plafond. Mais du coup, j'ai perdu 10 centimètres un peu bêtement au plafond. Enfin, j'ai perdu l'épaisseur d'isolation, enfin de rail plus placo, alors que finalement, là, je suis quand même qu'à 2,43 m. Si on enlève les 10 centimètres, on sera à 2,53 m. Et si j'isole aussi le sol différemment, bah, je récupère quand même. Si j'isole par le dessous ou que voilà, j'isole sous les plaques de bois, on va gagner. Moi, j'ai quand même 10 centimètres de polyuréthane plus 5 centimètres de chape. On pourrait gagner les 15 centimètres. En tout cas, pour le prochain projet, c'est ce que j'aimerais faire, récupérer les 15 centimètres que j'avais perdus, entre guillemets, sur la petite maison et si je peux garder un peu de container, ça peut être sympa aussi. Toi, c'est bien, tu as pu le garder sur ton projet, hein. Je peux Moi, ils ont regarder un pas peu. voulu. Mais globalement, si on isole par le dessous et qu'on laisse un conteneur apparent en plafond, on peut avoisiner Bah, on est à facilement. 2,70 m, hein. C'est C'est 2,69. brut. Mais, Ouais, voilà, c'est voilà. ça. Donc, bon, après, on retire le revêtement de sol. Voilà, Ouais, on va le être dans les centimètre. de 67 par là-dedans. C'est le Ouais, max qu'on peut faire. ouais, c'est ça. Et puis après, bon, pour tout ce qui est technique, on peut aussi, on n'est pas obligé de mettre un faux plafond partout, hein. Si on veut faire de la VMC ou quoi, on peut aussi tout faire passer dans des soffites bien placés. Enfin, il faut penser le projet de manière à pouvoir faire cheminer des choses et, euh, et puis libérer sur le maximum de la surface la hauteur sous plafond. Mais concrètement, oui, potentiellement, on peut aller à 2,67 assez facilement en isolant par le dessous, par le dessus. Et puis voilà, quoi. Merci pour les webinaires. Bah, merci à vous. Moi, j'encourage les autres archis à faire du projet container pour qu'on puisse le développer et que ça devienne finalement un système constructif lambda. Ça permettra d'avoir un système de plus à proposer à nos clients. Et en tout cas, moi, je me suis un peu lancée toute seule en me disant, tiens, j'ai mes artisans avec moi, on va tester. Bon, j'ai fait des erreurs hein, sur mes chantiers, mais plus on sera nombreux, plus on pourra s'appeler aussi entre nous, se donner des tuyaux, entre guillemets, et améliorer le concept. Et je pense que ça peut être super intéressant. Et en plus, c'est vraiment ludique, hein. On a l'impression de faire du Lego.
Et moi, ce que j'aime le plus dans le container, c'est la rapidité d'exécution. Je suis quelqu'un qui s'ennuie vite sur les projets. Moi, une maison individuelle, quand ça dure un an, ça me gonfle en fait. C'est trop long. Donc, le container permet d'aller plus vite. Mais Laurent, tu peux encore en faire d'autres. Par contre, Laurent, moi, je suis intéressée de voir ton retour aussi sur les 5 containers que tu as pu faire. Gaël, tu pourras nous mettre en relation avec les, euh, les personnes qui ont participé au webinaire, qui ont déjà fait aussi du container. Bah, bien sûr. Alors, je ne vais pas les sélectionner concernant celles et ceux qui auront fait du container, mais je vous placerai tous les J'ai trois. noté Ouais, tous j'ai les noté trois. Mm, Laurent Lescia. Je te renverrai un mail pour prendre contact avec lui. mm. Très bien. Mhm. Bon, bah, très bien. Si ça donne des idées, c'est bien. Parfait. Il me semble qu'il n'y a plus de questions et que des remerciements. Euh, Bah, vraiment grand merci à vous deux, Caroline Mathieu, David Gross, Boris aussi, Nicole Isaac et bien sûr Format Cargo. Sans vous, ce cycle de conférences, bah, évidemment, n'aurait pas eu lieu et n'aurait pas été mené d'une main de maître comme vous avez pu le réaliser. Avant de laisser la parole à peut-être les derniers mois, Boris, Caroline et David, bien sûr. On vous enverra donc un mail récapitulatif avec l'ensemble des webinaires, des informations aussi qui peuvent vous intéresser. Et telles que Caroline, David et Boris l'ont proposé, je vous placerai officiellement dans les mails, comme ça vous pourrez échanger directement avec Format Cargo, Caroline et David à votre guise. Euh, Caroline et David et Boris, vous voulez peut-être intervenir une dernière fois? Enfin, une dernière fois, avant la fin. Non, bah, écoute, merci à Hello Formation, merci beaucoup Gaël. Moi, j'étais ravi d'avoir pu co-organiser avec Hilo, avec toi, cette série de 4 webconférences qui, j'espère, auront suscité de l'intérêt et puis peut-être initier de nouveaux projets pour vous, les architectes, parce que je pense que vous avez un rôle à jouer dans tout ça. Et comme le disait Caroline, il faut considérer, je pense, la construction modulaire comme un mode constructif à part entière dans lequel l'architecte a tout à fait son rôle à jouer. Il y a parfois des idées reçues là-dessus et c'est peut-être un petit peu dommage parce que c'est par méconnaissance peut-être du sujet, du secteur. Et nous, on a essayé à notre niveau, évidemment, notre humble niveau, de vous sensibiliser à tout ça. Alors, il y aura sans doute encore d'autres aventures que nous mènerons conjointement, je l'espère en tout cas, et au sein desquelles j'aurai plaisir à vous retrouver tous. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie David. Je remercie Caroline. Bravo à tous les deux. Il y aura d'autres projets encore dans le futur, je le sais, et puis d'autres aventures. Merci, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis moi, je me tiens à disposition, évidemment, notamment de leur Bachir. J'ai maintenant votre adresse mail. Je me permettrai peut-être de vous contacter pour voir plus en détail quels sont vos besoins en termes de formation. Et puis s'il y a d'autres questions, je suis disponible pour Format Cargo avec plaisir. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Moi, je remercie toutes les personnes qui se sont connectées. On a eu de la chance, on a eu beaucoup de personnes sur les 4 webinaires. Merci Gaël de ta confiance, merci à Boris également pour sa confiance et merci David d'avoir été mon binôme pendant ces 4 webinaires et toute la préparation. Et merci à toi aussi, merci Gaël, merci Boris. Et puis tous les participants, c'était vraiment sympa de faire ces 4 webinaires et de pouvoir aboutir à montrer aussi un peu notre travail. Pour nous, c'est sympa, c'est valorisant et j'espère que ça a donné envie à d'autres de potentiellement se servir du conteneur comme matière première pour faire de l'architecture.
Un grand merci. Eh bien, on va arrêter là. Il est 19h28 et très prochainement, vous recevrez un mail. Et si vous ne le recevez pas la semaine prochaine, peut-être en 2025, première semaine de janvier, une fois qu'on sera toutes et tous euh, bien reposés. On vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, bien sûr, et un excellent repos si vous avez l'occasion de prendre quelques jours de congé d'ici peu. Merci.